Bienvenue à vous pour ce portrait de Christian Junot. Je suis ravi de pouvoir vous le présenter aujourd'hui et comme à l'instar de toutes ces interviews, ces portraits que j'ai la chance de faire, eh bien, je vais vous faire la présentation journalistique comme si on était au JT et ensuite eh bien, nous verrons apparaître notre ami Christian et je vais lui poser pas mal de petites questions. J'espère le surprendre un peu pour que vous puissiez découvrir qui il est, ce qu'il apporte au monde. Et voilà, je suis vraiment très très heureux aujourd'hui de pouvoir vous le présenter. Alors, c'est parti pour la présentation journalistique. Christian Junot est un homme dont on peut faire l'éloge pour sa vision unique et sa perspective éclairante sur la relation à l'argent. De mon point de vue, Christian est un philosophe, sans cesse cherchant à approfondir son sujet et osant partager sur ce sujet une vision rare et profondément humaine. Il est auteur, entrepreneur, conférencier. Il a consacré une grande partie de sa vie à explorer le lien entre la richesse matérielle et le bien-être spirituel, pourrions-nous dire. Christian rejette la notion simpliste selon laquelle l'argent est simplement un moyen d'acquérir des biens et des services. Au lieu de cela, il souligne que l'argent peut être un outil puissant pour le changement social et le développement plus personnel. Il encourage les individus à examiner attentivement leurs motivations et leurs valeurs lorsqu'ils interagissent avec l'argent, soulignant l'importance de l'intégrité, de la générosité, de la responsabilité, entre autres, dans la gestion de la richesse. En incarnant ces principes dans sa propre vie, Christian inspire les autres à repenser leur propre relation à l'argent. Il incarne la possibilité d'utiliser la richesse de manière euh, plus sage, consciente, bienveillante, en mettant en lumière le potentiel transformateur que l'argent peut avoir lorsqu'il est utilisé avec conscience. Selon moi, il mérite d'être célébré pour sa contribution à la compréhension de la relation à l'argent. Sa perspective éclairante et son engagement envers une prospérité holistique inspirent les autres à repenser leur propre rapport à la richesse, ouvrant ainsi la voie à une société plus équilibrée et plus compatissante. Il est un ami précieux et un membre extraordinaire du Cercle Stellaire. Je suis très heureux de vous le présenter aujourd'hui. Quelques chiffres avant de vous le faire apparaître à l'écran. Christian est auteur, co-auteur également, de 3 livres best-sellers, dont le célébrissime Ce que l'argent dit de vous, et également Le défi des 100 jours, ce cahier d'exercice pour libérer son rapport à l'argent et vivre son abondance librement, en co-création avec Lilou Massé qu'on ne présente plus. Il a presque 10 000 followers, comme on dit chez les jeunes, sur Instagram, près de 10 000 abonnés sur sa chaîne YouTube. C'est quelqu'un qui aujourd'hui impacte des milliers et des milliers de vies. Et c'est la raison pour laquelle je suis absolument ravi de vous le présenter pour qu'il puisse aussi impacter la vôtre. Ce fut long, mais bon, j'espère. Salut Christian, comment vas-tu? Salut Jean-Luc, déjà merci, je vais très bien, merci pour cette présentation, ça me touche beaucoup, tes mots me touchent beaucoup. Est-ce que peut-être tu veux ajouter quelque chose à cette présentation que j'aurais oublié ou rectifier quelque chose que j'aurais peut-être dit de manière pas tout à fait exacte, histoire qu'on Alors soit... écoute, peut-être juste en termes d'écriture, je sais qu'il est déjà sorti 4 livres, puis j'ai écrit un quatrième avec mon épouse sur le couple, et Exact. un cinquième qui est terminé mais qui attend d'être publié, qui va parler de l'argent pour les adolescents. Ok, super, merci pour ces rectificatifs. Je te propose de commencer par une citation, puis de te proposer de réagir. C'est une citation de Guy Gilbert qui dit ceci. Une vie fondée sur l'argent est sans avenir. Je souhaite aux jeunes non pas de réussir dans la vie, mais de réaliser leurs rêves. Qu'est-ce que ça t'inspire? Qu'est-ce que tu as envie de... Mhm. Comment tu auras envie Ouais, d'embrayer là-dessus? déjà j'aime beaucoup parce que réaliser ses rêves, je crois qu'on aspire tous à ça, pour autant qu'on s'autorise à rêver. Parce que je vois, moi le premier, je me suis jamais autorisé à rêver pendant très longtemps, et même encore maintenant, est-ce que je suis encore je m'autorise à rêver? Je ne sais pas trop, mais en tout cas, même si je sais où j'ai envie d'aller. Donc c'est vrai que le mot rêve peut-être ne parle pas pour tout le monde, mais en même temps, l'idée de se réaliser, effectivement, plus que de réussir sa vie est tout relatif. Réussir sa vie sous-entend qu'on pourrait échouer sa vie. Hein, c'est Frank Lobvet qui le dit souvent. Si on réussit sa vie, on peut échouer sa vie. Est-ce qu'on peut réellement échouer sa vie? Je crois qu'on peut juste vivre sa vie. Et on va vivre sa vie du mieux qu'on peut et ça donnera ce que ça donnera. Mais je crois qu'au fond, ce qui est important, c'est que quelque part, au moment où cette vie-ci se terminera, si on a encore un peu de conscience, qu'on puisse se dire waouh, bien joué, en tout cas, tu as fait ton maximum, tu as donné ce que tu avais à donner. Ouais, super, super.
Alors, peut-être commençons par le début. Est-ce que tu pourrais nous partager ton parcours entrepreneurial et peut-être ce qui t'a inspiré à démarrer ton entreprise? Tu n'as pas toujours été entrepreneur. Non? Et si tu pouvais peut-être nous partager, c'est voilà, un peu de ton parcours et qu'est-ce qui t'a inspiré à démarrer ton entreprise? Oui. Alors c'est vrai que bon, il y a deux choses. Démarrer une entreprise est une chose, avoir un esprit entrepreneur est une autre chose. Et cet esprit entrepreneur, je pense que je l'ai découvert après un certain nombre d'années que j'étais à la banque. J'ai commencé à avoir suffisamment confiance en moi et un tant soit peu d'estime de moi pour m'estimer capable d'avoir des projets peut-être un peu différents ou de m'autoriser à proposer des choses différentes de ce qui se faisait. Mais il m'a fallu un Parce peu que de temps tu, pour tu ça. étais, euh, tu étais banquier, c'est ça? Oui, donc je suis économiste de formation, j'étais 23 ans à la banque, 17 ans conseiller en placement financier, donc je faisais partie d'une équipe si tu veux. Ok. Et voilà, et au bout d'un certain temps, effectivement, j'ai commencé à être vraiment acteur dans le sens d'amener des projets, de créer des choses différentes, plutôt que de juste peut-être subir ou obéir à ce qu'on nous demandait de faire, si tu veux. C'est dans ce sens-là que cet esprit entrepreneur, je l'ai découvert avec le temps, en étant dans la banque. Je me souviens même, 5 ans avant de quitter la banque, avoir voulu créer un putsch à l'intérieur du team en essayant de dire on va tous sortir de la banque en même temps pour créer une équipe à part, un gestionnaire privé. Et voilà, et donc c'était une prise de risque grande que je faisais, hein, en proposant ça à chacun, y compris à mon chef d'ailleurs en plus. Mais simplement, on a fait un vote secret et 4 sur 5 étaient d'accord. On a dit si tout le monde est d'accord, on y va. Si un n'est pas d'accord, on n'y va pas. Donc tu vois, non, j'avais déjà aussi Waouh. cette vision de dire, OK, on pourrait mieux fonctionner ensemble en dehors de cette banque-là que dans la banque-là. Voilà, donc c'est déjà un signe, tu vois, qu'il y avait déjà quelque chose chez moi qui avait envie d'entreprendre, qui voyait en tout cas des perspectives possibles. Mais après, je dirais où j'ai pu le réaliser avec plus de force, effectivement, c'est depuis que je suis devenu indépendant. Donc moi, j'ai perdu mon job en 2009 suite à la fameuse crise des subprimes. Et puis début 2010, je me suis mis à mon compte et depuis là, j'ai décidé d'être encore un peu plus acteur de ma vie sur le plan professionnel en tous les cas, et de ne faire plus que ce que j'aimais, soit accompagner les êtres humains. Ouais. Donc, si je comprends bien, en fait, tu as toujours eu quelque part cet esprit d'entreprise, cet esprit de création de projet. Et puis, cette crise a finalement été le déclencheur de l'incarner pleinement et de sortir complètement du salariat, en fait, hein, c'est ça, je Alors comprends. oui, oui, alors moi j'ai vraiment vécu ce coup de pouce hein, du licenciement pour peut-être y aller un peu plus vite que j'y serais allé autrement, parce que de toute façon c'était inévitable pour moi ce changement. Mais simplement, je sais pas si, je pense que l'esprit entrepreneur a été assez caché pendant longtemps, malgré tout, du fait, je disais, d'un manque d'estime de soi et voilà, de penser que juste bien faire les choses comme on me le demandait dans un premier temps, c'était à peu près le mieux que je pouvais. Tu vois. Il m'a fallu un peu de temps pour me rendre compte que j'avais une vraie singularité et que cette singularité, elle méritait d'être connue, en tout cas d'avoir plus de place dans les équipes dans lesquelles je fonctionnais. Ouais, ok, ok. Et donc, tu te lances comme entrepreneur. Et quel est justement le plus grand défi que tu as rencontré en étant entrepreneur? Et peut-être j'ai une deuxième question qui viendrait à côté, qui est comment est-ce que tu as surmonté ce défi? Oui, Euh, écoute, j'ai l'impression de ne pas avoir eu de gros défis dans le sens que, euh, je dirais, mon projet entrepreneurial a été finalement assez linéaire. Tu vois, j'ai jamais eu de gros creux durant ces années. J'ai pas eu d'immenses pics non plus, mais je crois que c'est assez moi finalement, tu vois, dans mon comportement et tout, qu'il y a une sorte de tranquillité dans la manière dont je mets les choses en place. Pourtant, les 2 premières années, toi, j'ai fait 29 000 et 32 000 de chiffre d'affaires. C'était rien d'exceptionnel, mais en même temps, j'avais cette certitude que ça allait marcher. J'avais cette confiance absolue que ça allait marcher, même si je ne savais pas comment exactement, même si j'imaginais pas du tout ce que je vis aujourd'hui non plus. J'aurais jamais osé rêver à ça aussi. Mais avec cette sorte de tranquillité d'esprit que les choses se mettaient en place. Donc, je dirais peut-être mon plus gros défi, c'était du fait que je suis parti sur ce nouveau projet entrepreneurial avec zéro contrat, avec zéro réseau. J'avais mon seul réseau, c'était quelques amis, tu vois, on parle de 2009, 2010. Alors oui, j'avais des adresses mail de tous ceux avec qui j'avais suivi des cours de développement personnel, parce que j'en faisais déjà beaucoup, j'étais un banquier un peu atypique, et qu'on recevait des fiches, tu vois. Et puis, mais eux, en principe, ils n'avaient pas forcément venir vers moi, puis des amis proches. Et puis, j'avais cette sorte de, peut-être de liste, peut-être de 150 noms, et je démarrais avec ça, en fait. mhm. Et peut-être peut-être ce qui m'a aidé vraiment, et parce que j'ai fait beaucoup de communication non violente déjà avant, et une chose qui m'a beaucoup marqué à travers Marshall Rosenberg, il disait quand on demandait 3 conseils, il disait très simple, c'est ask, ask and ask. Donc demander, demander, demander. Et je pense que j'ai cette force-là d'oser demander,
Voilà, je dis pas que c'est toujours facile, mais je l'ai quand même fait souvent et ça m'a vraiment amené beaucoup de choses. Voilà, en disant, ben, si dans le pire des cas, les gens en diront non, ben non, et puis ça change rien à ta situation, tu vois. Tant que tu prends les choses contre toi, c'est compliqué, mais si on dit juste non, ben voilà, ben il y a pas envie, c'est pas juste, etc. Et puis peut-être ce qui m'a été aidant, c'est que je crois que j'étais quelqu'un quand même de plutôt bien aimé, bien apprécié par tous ceux qui ont travaillé avec moi d'une manière ou d'une autre. J'étais vraiment voilà, quelqu'un qui apportait quelque chose dans les équipes et que certains, sans que je leur demande spontanément, ont voulu me soutenir, ont voulu m'aider, m'ont mis en lien avec d'autres personnes, tu vois. Et je me souviens d'une personne qui m'a mis en lien avec toute une série de directeurs de banque et tout. Et je dis, waouh, pourquoi tu fais ça? Il m'a dit, mais c'était un ancien collègue, il m'a dit, j'aime ton projet et j'ai envie que ça marche. Tu vois, donc c'est là que tu dis, tu as des soutiens qui sont un petit peu presque miraculeux, des fois que tu n'attends pas. Et voilà, mais je crois qu'effectivement, je reviens jusqu'à ce que Peter Koenig, mon mentor sur la relation d'argent, disait ce qui fera toujours la différence dans votre carrière, dans vos business, c'est la qualité des relations que vous allez tisser avec les uns et les autres. Parce que ces qualités de relation fait que et cette qualité de relation, c'est aussi une relation de soi à soi, de soi aux autres et de soi à l'argent en l'occurrence. Mais c'est simplement d'avoir développé des qualités de relation comme ça fait que les autres auront spontanément envie de vous soutenir, auront envie de, même dans les moments difficiles, peut-être d'être arrangeants si vous n'avez pas payé vos factures et tout ça, et voire de vous prêter de l'argent ou je ne sais pas quoi. Donc cette qualité de relation passera toujours avant le reste et je pense vraiment qu'il a raison. Ouais, j'adore quand tu partages ça parce que souvent quand on pense en termes de réseau, on pense en termes de quantité. Tu vois, tu dis que tu pars Hmm. avec 150 noms, donc tu pars pas avec un énorme réseau, mais il y a aussi de la profondeur, comme tu le dis. Donc il y a une certaine qualité aussi. Il n'y a pas que la quantité, il y a aussi une qualité de réseau. Puis dans ce que tu me racontes, c'est vraiment ça qui ressort. C'est cette capacité que tu as eue d'investir constamment dans les relations et au moment où tu en as besoin, boum, elles sont là. Il y a un truc que tu as dit et que je trouve atypique, c'est on ne s'attend pas de la part d'un banquier, ce qui soit passionné de développement personnel, qui soit investi dans une démarche de développement personnel. Je pense que les gens qui nous regardent, quand ils vont voir leur banquier ou leur comptable, ne s'attendent pas forcément peut-être à cela. Est-ce que tu voudrais peut-être juste me partager, je sais pas, un raccourci de cette période-là? Ça a commencé à partir de quand? Et quelles ont été les grosses rencontres de ce parcours en développement personnel? Oui, alors le parcours a commencé 10 ans avant mon licenciement, donc 99. J'ai commencé par du décodage biologique, autrement dit la compréhension de qu'est-ce qui se joue derrière les maladies, tu vois. Et ça m'a été déjà un premier grand choc pour moi, parce qu'on a fait une année de formation avec mon épouse, de vraiment comprendre à quel point j'étais acteur de ma vie, à quel point ma difficulté à gérer mon stress était potentiellement, enfin, était porteur de maladies potentielles, tu vois, de Mhm. maladies potentielles. Enfin, de vraiment, c'était vraiment une première grosse prise de conscience derrière tout ça. Après, j'ai découvert dans la foulée les constellations systémiques familiales, qui a été pour moi une vraie révélation aussi. J'y suis la première fois, je me souviens très bien, j'y suis vraiment allé à reculons, ouais, parce que c'est mon épouse qui m'y entraînait. Et puis, quand j'ai vu ce qui s'y passait, c'était tellement incroyable que j'ai plongé dedans au point de 10 ans après ou 9 ans après de me former à ça également, à cette approche. Et puis la communication violente est sortie peu de temps après, je dirais aussi, là ça a été une révélation à travers Thomas d'Assembourg et son livre Cessez d'être gentil, soyez vrai. Déjà le titre parlait tellement de moi déjà, et ce qui fait que j'ai entendu un interview de lui dans les 6 mois qui ont suivi, ça fait juste 20 ans au mois d'avril. Bon, on s'est précipité avec mon épouse en Belgique pour aller passer une semaine chez lui dans le château pour une formation et une deuxième fois 6 mois après dans le château toujours. Et ce gars, tu vois, qui était ex-banque, enfin juriste, mais dans une banque, c'était mon modèle. Quelque part, je me disais, waouh, un jour, j'adorerais être comme lui, faire ça, tu vois. Et clin d'œil, c'est que dans 20 ans après, je vais aller animer une formation au château de Thomas d'Assembourg et il sera présent. Je trouve ça magnifique. C'est génial. Donc L'anecdote voilà, est peut-être folle. communication violente. Et puis je dirais que dans le cas de la communication violente, effectivement, j'ai suivi un atelier avec Marshall Rosenberg, son fondateur, un atelier incroyable sur 7 jours qui m'a fait chambouler terriblement. Et dans cet atelier, et qui m'a fait d'ailleurs changer de métier suite à ça à l'intérieur de la banque. Et durant cet atelier-là, un matin, on annonce une conférence le soir qui n'était pas au programme. C'est un dénommé Peter Koenig, effectivement, qui vient parler de relations à l'argent. Et je ne savais pas ce matin-là, en me réveillant, que j'allais avoir la rencontre qui allait le plus bouleverser ma vie d'un point de vue professionnel. Et voilà, donc je suis devenu organisateur de Peter très peu de temps après,
d'ateliers en Suisse francophone alors que j'étais toujours banquier, si tu veux. Et j'étais vraiment un banquier très atypique, si tu veux. Je lisais plein de livres de développement personnel, j'ai fait acheter des livres à mes clients, tu vois. J'ai vu plein de clients, mes femmes pleurer dans mon bureau. Enfin, j'avais un côté mélange entre conseiller et psy un peu. Et c'est vraiment que le recul, j'ai vu à quel point j'avais une capacité à créer une sorte de confiance et de sécurité qui fait que les clients venaient me déposer plein de problématiques qu'ils pouvaient avoir autres que financières parce que bah, ils se sentaient juste en confiance avec moi pour le déposer. Donc j'adorais moi ce rôle-là parce qu'au fond je me sentais vraiment à ma place, tu vois. Donc moi je disais le rendez-vous idéal, on parle 50 minutes, on parle de la vie, puis les 10 dernières minutes on parle de finances, vite qu'est-ce qu'on a à faire pour gérer le dossier et puis on passe à autre chose. C'était ça mon rendez-vous idéal. Donc toi j'étais pas un très bon employé pour la banque, mais à ma manière en tout cas j'aimais ce que je faisais dans ce cadre-là. Ouais, ouais, l'histoire est folle. On aurait tous, je pense, envie d'avoir un banquier comme toi. Mais je suis sûr qu'il doit y avoir aujourd'hui peut-être même quelqu'un qui nous écoute. Tu vois, comme toi, tu as découvert Peter Kuning et ça a changé ta trajectoire de vie. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui, au contact de ton histoire, va aussi changer de trajectoire. Euh, Peut-être juste une chose, oui, ma petite oui, histoire, il y a quand même deux, trois échos que j'ai eu de banquiers qui ont proposé mon livre, ce que l'argent dit de vous à leurs clients, hein. Voilà. c'est génial. Quels sont, une belle mise en abîme de l'histoire. Euh, Quels sont, allez, une question peut-être un petit peu plus générale, mais quels sont les principaux principes ou valeurs qui guident ta vie d'entrepreneur, qui guident ton entreprise? Sur quoi tu t'adosses? Alors, je dirais, j'ai une sorte d'obsession, c'est la notion de contribution. Il y a toujours en recherche de créativité, de comment je peux contribuer encore mieux. Simplement, ce qui est important, si tu veux, c'est qu'aujourd'hui, je le fais à partir d'un endroit de plein, tu vois. Pendant longtemps, je me suis formé à partir du manque. Tu vois, j'étais jamais assez quelque chose et j'étais un boulimique de formation. Alors qu'aujourd'hui, si je suis une formation, ça m'arrive encore, je suis un mastermind comme le tien ou d'autres choses, mais je le fais à partir d'un endroit de plein en me disant ce que j'offre a déjà beaucoup de valeur et s'il y a moyen d'y ajouter des millimètres par-ci, par là ou des centimètres et autres, je suis preneur, tu vois. Et Mhm. donc ça c'est quelque chose qui drive toujours ma vie et j'ai une sorte de curiosité toujours en me disant il y a sûrement moyen de faire mieux et en même temps je trouve ça joyeux de tester, d'essayer des choses, de revenir en arrière, enfin tu vois, et c'est aussi ça qui fait que je peux faire des choses qui apparemment depuis un certain nombre d'années maintenant, 14 ans, se ressemblent. Et au fond, ça se ressemble pas autant que ça, ou en tout cas, ou peut-être, enfin, je ne sais pas, en tout cas, je garde le même élan, la même motivation. Dès que j'ai des personnes en face de moi, il y a une sorte d'enthousiasme qui est là tout à fait naturellement. Tu vois, le divin, le Dieu intérieur est bien présent. Et je vois que des fois, je me surprends moi-même dans une conférence, un atelier, la petite partie qui s'observe, dit putain, que c'était enthousiaste quand même. Tu vois. Je m'observe en disant, quand même, il y a de belle énergie là. Et donc, voilà, ça c'est vraiment la première chose. Et puis je dirais que j'aime beaucoup moi, la chaleur humaine, la proximité, si tu veux, même si je fais des choses sur Internet, mais voilà, je me sens proche des gens et je vois que les personnes aussi se sentent proches de moi. Donc, j'ai pas envie d'être à un endroit puis que les autres, tu vois, en petit me regardent en grand. Je trouverais que c'est pas juste, même si je sais que ça arrive parce que c'est inévitable, mais c'est pas en tout cas ça que je cherche à développer. Je crois vraiment qu'on est tous des êtres humains en chemin, on a tous des choses à s'apprendre et vraiment ce sont des choses pour moi qui sont précieuses. Ouais. Ouais, je te rejoins complètement là-dessus. C'est vrai que ce phénomène de quand on met quelqu'un au-dessus, quand on le met sur une scène, parfois ça crée quelque chose au niveau du rapport qui empêche d'être d'humain à humain. Et moi, c'est quelque chose que j'ai remarqué chez toi pour avoir participé à certains de tes ateliers, puis pour t'avoir aussi côtoyé depuis plusieurs années. Je trouve que tu marches sur ce fil avec beaucoup d'élégance entre tu délivres et tu prends la posture quand il faut la prendre pour servir, mais en même temps euh, sans, euh, sans entrer dans cette starification qui crée de la distance et tu peux faire des scènes avec des centaines de personnes dans la salle et puis ça ne donne pas cette impression de distance. Donc c'est cool parce que non seulement c'est ton intention, ce sont tes principes directeurs, mais moi de ce que j'ai vu, j'ai toujours vu que tu les incarnais. Donc c'est super cool, c'est super cool. J'ai encore une petite question, celle-là elle est plus sur la dimension, tu vois, des clients. Euh, Quels sont, ou qui est ton profil de client idéal, celui que tu aimes par-dessus tout servir, ou ceux que tu aimes par-dessus tout servir?
Alors, je dirais, je les mettrais à deux niveaux. Les premiers, c'est ceux qui ont vraiment aussi une grande envie de contribuer, qui ont envie de faire leur différence, parce que j'ai envie de pouvoir participer à ce mouvement intérieur qui est le leur, en quelque sorte, en tout cas le soutenir, le faciliter si c'est possible. Et si tu veux, si j'ai envie par rapport à ça, c'est que c'est, je dirais, dans l'idéal, c'est des clients qui ont une forme d'ouverture intérieure, de capacité à aller voir l'intérieur d'eux. Parce que je peux avoir des clients qui ont très envie de contribuer, mais qui sont des blocs, tu vois, Hmm. dans lesquels qui sont impénétrables et quelque part, j'ai l'impression que je suis tout à fait impuissant pour les soutenir et les aider. Donc, quand il y a effectivement et l'envie de contribuer et une capacité à aller au fond de soi, d'aller mettre des mots, d'aller ressentir les choses, je dirais que là, je trouve mon client idéal où je peux être vraiment un accompagnant qui amène vraiment de la valeur. Hmm. Ouais, donc ça prolonge quelque part ta propre posture, quoi. C'est le client qui te permet de continuer à marcher sur ta ligne. Oui, C'est complètement cohérent. Alors parfois dans une entreprise, il y a des crises, il y a des stress, il y a des défis. Quand tu te retrouves dans des postures où il y a un peu plus de pression, un peu plus de stress, un peu plus de défis, comment est-ce que tu gères? Comment est-ce que tu fais pour gérer ça, toi? oui. Alors déjà, effectivement, la première chose, et je crois que c'est vraiment essentiel, c'est d'en avoir conscience, parce que tant que je n'ai pas conscience, je suis en mode automatique. Et si tu veux, donc la première chose, c'est de trouver c'est quoi mes indicateurs qui fait que tout à coup, à un moment donné, je suis dans une posture, une énergie qui n'est plus très porteuse. Et chez moi, des indicateurs, c'est que je perds le plaisir dans ce que je fais. Pour moi, la joie est vraiment un baromètre intérieur qui est vraiment important. Si je perds la joie, c'est qu'il y a quelque chose, je me suis désaligné, si tu veux. Et effectivement, quand je suis, alors je travaille un peu moins comme ça, mais à une époque, juste à courir après ma to-do list, à remplir un maximum de choses, tu vois, je suis le nez dans le guidon sans plus savoir pourquoi je fais les choses, mais c'est vite tracer un maximum de choses pour que je puisse avoir la bouffée d'oxygène qui me fait l'impression de respirer un peu mieux, tu vois. Donc, euh, donc tout ça pour dire que cette conscience-là, elle est absolument indispensable, en tout cas. Et puis je dirais qu'avec le temps, je vois que j'arrive de plus en plus souvent et facilement à prendre conscience de ça, qui fait que j'arrive à me poser, à m'arrêter, à m'organiser, à déléguer à éliminer des choses qui sont peut-être pas si importantes que ça, enfin à revenir à l'essentiel, parce que c'est vraiment de ça qu'il s'agit à un moment donné, et qui fait que ça peut assez vite repartir tranquillement. Euh, mais je crois vraiment, dès le moment où il y a la conscience en général, prendre le temps de respirer. Et si tu veux, ce qui peut être contre-intuitif, par contre, c'est qu'au moment où j'ai peut-être beaucoup de choses à faire, que je serai dans de l'agitation, c'est là où je vais m'arrêter, ben, je dis je vais aller marcher 1 heure. Alors qu'une partie de toi dirait ben non, surtout pas, tu vois pas tout ce que tu as à faire, je dis non, je vais aller marcher 1 heure. Tu vois, et d'aller justement à faire l'inverse de ce que ton mental agité aurait tendance à t'envoyer, eh ben, tu vas déjà casser quelque chose et tu vas te permettre de revenir d'une meilleure énergie et de prendre un peu de recul, de voir les choses autrement. Ouais, ouais, complètement. Complètement. Ça fait 14 ans que tu es entrepreneur, ou presque Oui, 15 maintenant? 14 ans, 14 ans, hein. 14 ans. Et tu en as côtoyé pas mal aussi, des entrepreneurs dans différents masterminds. Et puis, quels sont, d'après toi, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à quelqu'un qui, euh, euh, qui cherche à avoir les bonnes compétences pour réussir? C'est quoi les compétences essentielles pour réussir en tant qu'entrepreneur, selon toi? Les compétences essentielles, je prends un petit temps pour... Alors si tu veux, en général, il y a deux choses. Pour les deux catégories, il y a du savoir-être et du savoir-faire. Et Hmm. c'est déjà important de pouvoir différencier les deux. Bah, je dis ça parce que très souvent, les personnes se précipitent sur le savoir-faire et vont faire beaucoup de formations, pensant que c'est là qu'ils vont faire leur différence. Et c'est très souvent insuffisant, de ce que je peux voir, parce que dans le savoir-être, entre autres la capacité à gérer le stress qu'on parlait tout à l'heure, tu vois, si je sais faire plein de choses, mais je suis surstressé, ma vie va être un enfer. À un moment donné, si j'ai une relation à l'argent qui est un peu compliquée, qui est très pleine de tensions et que l'argent n'entre pas tout de suite, je vais être encore une fois dans une peur, mal dormir et puis quelque part je vais même perdre mes capacités dans le faire parce que je n'aurai plus d'alignement. Donc c'est autant effectivement être capable d'apprendre à se connaître. Pour moi vraiment, apprendre à se connaître, c'est extrêmement important pour justement déjouer les pièges dans lesquels on peut être fait. Moi, pendant très longtemps, j'ai eu peur de manquer quand j'étais salarié, malgré d'excellents revenus, et la peur était le moteur de beaucoup de mes actions.
Et je vois ça encore chez beaucoup d'entrepreneurs. Et c'est humain, c'est pas grave en tant que tel. Simplement, la qualité de nos actions qu'on fait à partir de la peur, elle est ce qu'elle est, mais souvent elle est moindre, voire négative, enfin, n'amène pas des résultats positifs, voire parfois négatifs. Elle nous fait faire de mauvais choix. Tu vois, donc vraiment connaissance de soi, connaissance de son fonctionnement, connaissance de ses mécanismes de défense, aller voir ses freins, ses blocages, ses plafonds de verre. Donc c'est tout ce que j'appelle dans la partie invisible, ces croyances limitantes. C'est extrêmement important parce que je vois plein d'entrepreneurs qui sont motivés, qui sont doués, qui ont tout ce qu'il faut et en même temps ça marche pas parce que c'est à cet endroit invisible que ça coince. Donc c'est vrai que ma spécialisation, elle est plus d'aller accompagner les personnes à cet endroit-là, en leur disant comme ça, tout ce que vous allez mettre en place au niveau marketing, stratégie et autres, pourra avoir le succès possible parce que vous êtes sur un terrain fertile. Mais si vous êtes sur un terrain instable, eh ben, ça va pas marcher ou pas marcher longtemps en tous les cas. Ou ça marchera un peu, mais vous aurez tout le stress que ça marche pas plus longtemps. Enfin, tu vois. Et en même temps, c'est pour ça que c'est important, évidemment, on doit avoir quelque chose de particulier, de singulier à offrir et en être convaincu également. Donc on doit être très clair aussi avec ce qu'on offre, tu vois, c'est pas juste de faire des formations, n'est pas juste suffisant pour offrir quelque chose de singulier. Donc c'est et intérieur et dans le savoir-faire, c'est vraiment une capacité à qu'est-ce que j'ai envie d'offrir et comment je peux le manifester, le montrer d'une manière que ça soit explicite pour mes clients. Comment je peux effectivement trouver les mots qui fait que mes clients disent ah ben oui, c'est lui que je dois aller voir. Ouais, complètement. Complètement. D'ailleurs, ça fait partie de ton activité d'accompagner des entrepreneurs sur la relation à l'argent, mais pas que. Euh, Justement à ce propos-là, si pour ceux qui nous écoutent peut-être et qui se demandent et se disent, tiens, je démarrerais bien mon entreprise, est-ce que tu aurais peut-être un ou deux ou trois conseils à donner à quelqu'un qui voudrait démarrer son entreprise, Oui. euh, Ben, fort de ton oui. expérience, mais aussi de l'expérience des gens que tu accompagnes? Alors, toute première chose que je dirais, c'est entourez-vous de personnes qui font la même chose que vous, qui sont aussi entrepreneurs et indépendants. Entourez-vous, tu as tout de suite, moi j'ai créé un groupe d'intervision avec d'autres coachs, on s'était formés ensemble et tout. On se réunissait régulièrement, donc voilà, des fois on n'a pas toujours les moyens de se payer peut-être de la supervision, du mastermind et autres, mais au moins avoir des groupes d'entrepreneurs où on se soutient, on s'encourage, parce que la solitude est vraiment un des plus gros dangers de l'entrepreneuriat. Et très vite on pourrait tendance à abandonner, à baisser les bras, alors que si on est en équipe, on va se soutenir mutuellement. Donc c'est vraiment la première chose. Et puis après, ben, c'est continuer de se former, je dirais, mais de se former encore une fois à partir d'un endroit de plénitude, mais vraiment de sentir les actions justes. Et puis ou effectivement d'aller peut-être rencontrer des entrepreneurs qui ont quelques pas d'avance sur nous. Je pense que c'est vraiment important de voir peut-être qu'est-ce qu'ils ont fait, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui a pas marché, parce que je pense qu'on apprend plus vite aussi d'être au contact avec des personnes qui ont des parcours déjà un peu plus avancés que le nôtre. Moi, j'ai des entrepreneurs effectivement qui m'ont beaucoup aussi inspiré également et qui m'inspirent encore d'ailleurs aussi. Donc ça me paraît extrêmement, extrêmement précieux. Et puis bon, ben, je pêche un peu je prêche un peu pour ma paroisse, mais malgré tout, je le pense vraiment. C'est que dès qu'on se lance, c'est important d'avoir une relation à l'argent qui soit porteuse, qui soit au service de mes projets de vie. Parce que je vois beaucoup trop d'entrepreneurs qui viennent vers moi après des années de galère, au moment où ils sont prêts à tout arrêter. Or, parfois, c'est même trop tard, en tout cas pour ce projet-là, peut-être, et ils auraient pu être évités en libérant quelques croyances limitantes, voilà, en allant voir un peu tout ça. Dans tout cas, je trouve que c'est bien en amont, en tout cas, déjà de voir est-ce que j'ai une relation à l'argent qui va me servir ou au contraire qui va me desservir. Ouais, ouais, tout à fait, tout à fait. Euh, Tu es marié, tu as des enfants, je pense, si je me trompe Oui, pas. on a trois enfants, deux petites filles, absolument. Ouais. Ouais. Et tu as même écrit un livre avec ton épouse qui s'appelle Réussir son couple, si je Oui, me souviens bien. oui, donc mon épouse Anne Chantal, effectivement, réussir son couple, oui, avec son titre 40 ans d'expérience, parce que quand on l'a écrit, ça faisait plus de 40 ans qu'on était en couple, enfin en couple, qu'on était en couple, on vivait en couple, ça fait 42 ans qu'on vit en couple, mais à l'époque ça faisait 40. Ouais. Yes. Donc, parce qu'assez souvent, il y a cette thématique, tu sais, de l'entrepreneur, c'est comment est-ce qu'on concilie la vie professionnelle, la vie personnelle. Quand on est salarié, c'est déjà un sujet, mais quand on est entrepreneur, j'ai l'impression que ça peut amener des défis, des challenges un peu différents. Comment t'as fait toi pour maintenir cet équilibre entre ta vie professionnelle, qui est, on le sent, très passionnée, très enthousiaste, et ta vie plus personnelle? Mhm. Alors, ça a été un vrai défi, hein. Ça a été un vrai défi parce que donc, on était les deux salariés, même si mon épouse était dans l'enseignement, donc avec quand même quelques particularités dans le cadre de ce métier-là.
Mais c'était un défi dans le sens que tout à coup, moi, j'ai eu une activité vraiment plaisir, fun, je m'éclatais, je partais de temps en temps en voyage, j'allais animer en France, je revenais avec un enthousiasme débordant. Et puis elle avait un emploi, elle était bourrée de problèmes, elle ramenait que des problèmes à la maison. Alors certes, j'étais un coach de luxe, voilà, mais jusqu'à un jour où j'ai demandé si son directeur pouvait pas fuir d'autres chambres à coucher quelque temps parce que on en parlait tous les soirs au lit, tu vois. Donc, mais simplement, je l'ai beaucoup soutenu, mais il lui a fallu du temps pour voir au fond que moi, je voyais que mon enthousiasme n'était pas accueilli du tout. Et c'était un peu douloureux pour moi d'avoir quelque chose que j'aimais, que je n'avais pas partagé avec elle. Pourtant, je savais qu'elle aimait un peu ce que je faisais, elle connaissait bien ce que je faisais. C'était pas, tu vois, des fois dans certains couples, ils sont presque inconnus aux activités de l'autre, ce qui n'était pas du tout notre cas. On a fait tellement de cours ensemble et tout ça. Mais il n'y avait pas d'accueil de sa part. Et puis après coup, elle l'a dit avec le recul, elle a dit, mais au fond, j'étais mort de jalousie, quoi. Moi, je ne vivais que des problèmes, de la lourdeur, alors que lui, il vivait de la légèreté, de la joie beaucoup. Et il y avait vraiment pas mal de jalousie derrière, et ce qui rendait les choses compliquées. Et honnêtement, je pense que s'il n'avait pas fait le pas, 7 ans après moi, de devenir entrepreneur, je ne sais pas si notre couple aurait pu durer, parce que c'est comme s'il y avait vraiment une distance qui se mettait et qui amenait quand même une forme ouais, de complication, quand même, je dirais, de manque de proximité, peut-être de ce qu'on vivait l'un et l'autre. Donc je crois vraiment que ton entrepreneur, c'est important d'avoir le soutien de l'autre plutôt que l'autre qui est sans arrêt en train de regarder les chiffres, quand c'est que tu vas ramener de l'argent, quand c'est que ci ou ça. On a vraiment besoin du soutien de l'autre. C'est précieux. Alors moi, j'étais suffisamment solide et convaincu que ça allait marcher pour ne pas vivre, je dirais, pour ne pas avoir, pour être tranquille avec ça. Et en même temps, mon épouse était suffisamment consciente également de ce qu'elle vivait pour dire, voilà, j'ai mes peurs, je vais pas lui faire porter mes peurs, je vais m'en occuper. Et elle a même décidé, elle, d'augmenter son temps de travail, ce que moi je n'attendais absolument pas d'elle, pour générer plus d'argent, pour s'occuper de ses peurs à elle. Donc c'était très, très, non seulement respectable, mais conscient également. Mais ce qui fait que le jour où elle a fait le pas de devenir indépendant, alors là, par contre, notre vie a pris vraiment une autre ampleur parce qu'on a fait plein de choses ensemble, on a des domaines très proches en plus l'un et l'autre. On anime des choses ensemble aussi, on fait des voyages ensemble, donc notre vie a complètement changé. Je peux vraiment dire qu'on vit nos plus belles années depuis maintenant 7-8 ans en tout cas, où on est vraiment aligné à tous les endroits, j'ai envie de dire. Ouais, ce que j'entends dans ce que tu me dis, c'est comme si ce qui t'avait permis toi d'équilibrer ces deux aspects, c'est une forme de dialogue, une forme de maintien du dialogue, une forme de d'oser dire parfois. J'adore quand tu dis je sentais que mon enthousiasme n'était pas accueilli. C'est vrai que parfois on peut être quelqu'un d'enthousiaste et ne pas se rendre compte on peut être blessé, que cet enthousiasme ne soit pas accueilli ou qu'il nous manque quelque chose parce qu'il n'est pas accueilli. Et simplement le fait d'en prendre conscience déjà et de le reconnaître, c'est déjà. Parce qu'assez souvent, un entrepreneur, c'est quelqu'un d'enthousiaste. Et quand, comme tu le dis, quand l'autre personne dans le couple n'est pas entrepreneur, elle peut ou il peut ne pas tout à fait comprendre ça. Donc ce cheminement-là, vous l'avez traversé sans doute par des conversations, un Oui, certain oui, nombre de parce que conversations. Et ouais. Parce que c'est douloureux au fond, hein. Tu sais, c'est douloureux d'avoir ça, d'avoir se porter ce truc-là, cette joie, puis de voir que, tu vois, voilà, c'était vraiment juste l'envie, tu vois, comme un enfant pour envie de partager un truc qu'il a vécu, enfin, et voilà, que moi j'adore aussi qu'elle me partage ce qu'elle aime faire ou tout ça, donc c'est comme s'il n'y avait pas cette réciprocité à cet endroit-là. Hmm. Ah ouais, cool. Euh, Comment est-ce que tu fais toi pour bien choisir ou pour en tout cas choisir tes partenaires, tes collaborateurs? Depuis le début, on entend que travailler les relations, être en relation, nourrir les relations, c'est quelque chose qui a toujours été présent pour toi et important pour toi. Comment tu fais pour choisir? Parce que tu as toujours plus d'opportunités que de temps à consacrer. Donc, comment tu fais pour faire ça, toi? Alors, je dirais que je fonctionne beaucoup à l'intuition. Pourtant, ça n'a pas été mon fort enfin, mon fort pendant longtemps, c'est pas que ça n'a pas été mon fort. Je pense que j'ai pas trop laissé de place à ça. J'avais comme fait des choix beaucoup plus mentaux. Mais si tu veux, il y a comme des évidences. Alors, ce qui ne veut pas dire que tout a été parfait, mais globalement, je pense que j'ai eu des personnes vraiment chouettes. Et donc, mon première collaboratrice est toujours là. Maintenant, ça fait quoi, 10 ans, je pense, à peu près 9 ans, en tous les cas. Voilà, qui est une amie proche et qui j'ai travaillé à la banque pendant 20 ans à peu près. Et quand j'ai eu besoin de quelqu'un, je savais que c'était elle parce qu'elle avait vraiment les qualités qui me manquaient et qui allaient justement amener peut-être un peu plus de structure et tout, là où j'avais tendance à négliger les choses. Donc c'était une évidence et aujourd'hui elle est toujours là et dévouée comme c'est pas possible. Donc un petit coucou à Irène et pour la remercier également, pour exprimer ma gratitude à elle.
Et après, voilà, il y a d'autres personnes qui sont ou présentées à moi d'une manière ou d'une autre, tu vois, par des rencontres et tout. Mais aussi, c'est là où le réseau est aussi précieux, tu vois. Tu cherches quelqu'un pour les réseaux sociaux, puis tu demandes à quelqu'un qui a déjà un certain succès, que tu apprécies, puis dis voilà, je travaille avec cette personne, tu es d'accord que je lui demande. Enfin, tu vas un peu partager les bonnes pistes pour les uns et les autres, et qui fait que ça fonctionne aussi avec ça. Mais quelque part, il y a vraiment il doit y avoir du feeling, quoi. Il doit y avoir du feeling parce que parfois, il y a peut-être des personnes qui sont compétentes, mais s'il n'y a pas le feeling, s'il n'y a pas la confiance, ça va être difficile de pouvoir vraiment fonctionner avec. Donc, je fonctionne beaucoup avec ce feeling. Je sens que la personne qu'on est sur la même longueur d'onde, on a envie de quelque chose d'identique. Et puis, je dirais, si c'est des personnes qui viennent travailler pour moi, que mon projet, en tout cas, leur donne suffisamment est suffisamment goûteux pour qu'ils aient envie de s'y investir. Ouais, ouais, carrément, carrément. Donc, tu as commencé il y a 15 ans, à peu près 14 ans, ton entreprise. Je voudrais te proposer de nous faire comme une espèce de petit récit de, donc au début, comment c'était, puis comment ça a évolué durant ces 14 années. Et surtout, quels sont tes projets pour l'avenir? Comment tu projettes l'évolution de ton entreprise pour les prochains mois, les prochaines années? Qu'on puisse, voilà, présente-nous un peu comme tu raconterais l'histoire de ton fils, de ta fille, tu vois, Mhm. qu'on ait une histoire un peu de ton entreprise comme ça, si c'est OK pour toi. D'accord, ok. Donc dans mon histoire, je commence avec l'idée, le projet de devenir formateur certifié en communication non violente. J'ai déjà suivi beaucoup de formations, je suis proche d'aboutir à ça, ce qui me permettrait après de développer quelque chose à cet endroit-là. Et en même temps, je me forme au coaching en parallèle et très vite aux constellations systémiques et familiales. Et donc dans mon idée, c'est de faire du management, de faire du coaching d'entrepreneurs, de la gestion du stress, gestion de conflits, tout ce qui est communication au sens large. Mhm. Voilà, comme je suis déjà organisateur d'ateliers pour Peter Koenig, mais pour moi qui est le maître, qui fait ça dans 10 pays, dans 3 langues différentes, il est impensable d'imaginer faire ça un jour, mais Peter très vite va me le proposer en me disant, c'est bon Christian, tu es prêt, tu peux le faire aussi. Donc la relation à l'argent va venir s'ajouter à ma brochette de produits en quelque sorte, de prestations. Et en même temps, dans un premier temps, j'ai une série de prestations très larges. Et je vois que ça parle aussi d'une croyance erronée, à mon avis, c'est de dire plus j'ai de choses à proposer, plus il y a de chances qu'on vienne me chercher. Mais en même temps, je suis un peu celui, tu vois, qui dans le même restaurant va te faire de la fondue, de la cuisine chinoise, du poisson, et puis je ne sais pas quoi, de la pizza, on ne sait pas ce qu'il fait bien, mais il fait de tout, quoi. Donc, il y a un moment donné où je veux commencer, oui, je me certifie au cours à l'élément humain, donc j'ai comme une belle brochette de panels, et puis que je goûte un peu à tout. Je vois que j'aime faire tout, que ça marche plutôt bien, et en même temps, très vite, je me rends compte que quand j'anime des ateliers sur la relation à l'argent, il y a quelque chose de différent, il y a une vibration qui est différente. Vraiment, je me sens comme un alignement, quelque chose de plus posé à l'intérieur de moi, et ce qui me fait dire, là, il y a quelque chose qui se passe, qui est plus goûteux encore que ce qui se passe ailleurs, même si j'aime bien. Donc petit à petit, je choisis de lâcher un peu le contrôle et de laisser la vie venir à moi à travers des projets et tout. Et je vois effectivement que en ouvrant sur la relation à l'argent, ça vient. Et c'est comme si j'avais reçu, tu vois, une pépite qui n'existait pratiquement pas ailleurs du tout. Alors que j'avais d'autres choses qui existaient ailleurs, mais d'un coup je reçois un truc dans les mains qui n'existe pas ailleurs et qui a tout à développer. Et donc c'est ce que je vais faire en m'autorisant à aller en France dans un premier temps, puis en Belgique. Et puis au moment où je vois que ce que j'ai a beaucoup de valeur, et parce qu'il a fallu un petit peu de temps quand même pour me convaincre que ça avait beaucoup de valeur, et je vois surtout que je ne trouve aucun livre euh, qui, euh, qui représente cette valeur-là, je vais décider de l'écrire. On est en 2014, donc 4 ans après, donc c'est allé quand même relativement vite, parce que j'aurais jamais imaginé écrire un livre comme ça. En 2014, je décide d'écrire un livre sur la relation à l'argent, parce que je dis, je n'ai lu plein, mais le livre que j'aurais aimé lire, il n'existe pas. Y Mhm. compris celui de Peter Koenig, qui pour moi n'était pas un livre, en tout cas, très accessible. Donc je vais écrire ce livre qui sortira aux éditions Erol, où l'édition, tout ça arrive sur un plateau pour moi. Et vraiment, il y aura un avant, un après. Parce que déjà, le livre pose, quelque part, d'écrire un livre, ça te pose sur un thème. En plus, Erol, par chance aussi, a un beau, comment dire ça, un beau réseau de médias, ce qui me fait passer à la télévision, à France Inter, MC, à RTL, enfin, comme des belles radios, tu vois, très vite, en 2016 aussi. Donc, ce qui me fait vraiment passer un pas supérieur et en même temps aussi de connaître Lilou Massé, puis Martin Latulippe et d'autres. Donc, il y a vraiment, depuis le livre, il y a vraiment quelque chose qui se passe, si tu veux, qui va vraiment être accélérateur en permanence et qui n'a, je dirais, jamais cessé.
simplement avec toujours une conscience plus aiguë que ce que je porte à travers la porte d'entrée de la relation à l'argent a une valeur énorme et a une valeur de changement sociétal énorme et qui mérite d'être connu par le plus grand monde parce que je prétends aujourd'hui que notre relation à l'argent influence beaucoup plus le monde que nous l'imaginons et que c'est une des portes de transformation de cette société-là. Donc, la formation sur Internet en 2018, en 2019, la décision de voir que moi-même, avec toutes mes belles intentions, mon énergie, c'est trop limité. Je vais donc former moi-même des spécialistes de la relation à l'argent avec mon épouse depuis 2020. Chaque année, on recommence là maintenant. Et voilà, donc tu vois, c'est vraiment ouvrir toujours plus grand, avec toujours l'idée de dire comment je peux impacter un maximum le monde francophone sur la relation à l'argent. Et tous mes pas, depuis le livre qui était déjà un premier pas, tous mes pas seront toujours avec cette idée-là. On doit toucher plus de monde, on doit vraiment impacter plus le monde. Porte un cadeau en nous qui mérite d'être touché, de trouver plus de monde en face. Et c'est vraiment ça l'idée. Et pour terminer, donc là où j'en suis aujourd'hui et grâce à ton soutien précieux, je tiens à préciser aussi, et tes coachings aussi extrêmement efficaces qui m'aident vraiment à mettre de la clarté en moi. euh, Aujourd'hui, effectivement, j'ai vraiment choisi, décidé de m'autoriser encore, parce que ce sont déjà des autorisations qu'on se donne, hein. Très souvent, il y a eu beaucoup d'autorisations que je me suis donné pour ouvrir une porte un peu plus grande, un peu plus grande, un peu plus grande. Et voilà, d'aller effectivement plus loin, d'oser plus marquer encore, marquer ma différence. Et entre autres, d'écrire plutôt qu'un livre de développement personnel, un essai qui va expliquer en quoi la relation à l'argent actuellement amène le monde là où il est, et en quoi elle pourrait amener le monde à un autre endroit, si tu veux, pour vraiment encore toucher d'autres publics, qui est le public quand même assez développement personnel que j'attire à moi jusqu'à présent, parce qu'il est venu le moment d'attirer plus de monde également. Et voilà, et je crois vraiment que je suis potentiellement un acteur parmi beaucoup d'autres qui possède quelque chose qui peut permettre des bascules et des accélérations de ce changement de société. Aujourd'hui, j'en ai conscience et simplement d'avoir conscience de porter quelque chose de si précieux, c'est impossible de rien en faire. Ce serait du gâchis. Écoute, j'ai presque envie de couper la caméra là. Je trouve que ça Ouais. termine et ça clôture tellement bien. Ça parle tellement de toi tel que je te connais également. J'étais ravi de pouvoir échanger avec toi et de pouvoir eh bien, contribuer à ce que tu fais, c'est-à-dire à impacter encore un peu plus de monde. Je souhaite de tout cœur que ce portrait que nous avons fait de toi, de ton parcours, de ce que tu fais et de pourquoi tu le fais, va y contribuer un petit peu beaucoup et passionnément. Est-ce que tu as un dernier message, un mot de la fin, quelque chose que tu aimerais ajouter par-dessus tout ça pour ceux qui nous écoutent? Alors je dirais oui, peut-être ce que j'ai envie de partager, c'est que deux choses. La première, c'est que l'argent n'a pas été créé pour nous empêcher de nous déployer. Donc si c'est le cas, effectivement, si c'est un blocage, un frein et tout, j'ai envie de dire, occupez-vous de votre relation à l'argent. Et la deuxième chose aussi, c'est que je crois vraiment plus profond de moi que nous avons tous une pépite, un diamant à faire rayonner dans le monde. Et chaque fois que nous nous empêchons de le faire, nous empêchons de rayonner ce qui nous sommes au plus profond de nous, j'ai le monde entier est orphelin de ce que nous ne donnons pas. Donc je trouve que c'est du gâchis. Donc c'est une des raisons qui fait que ça me motive tellement de permettre à chacun et chacune de pouvoir rayonner encore un peu plus qu'il est pour que ensemble, nous puissions faire notre différence. Merci beaucoup, Christian. Merci vraiment infiniment de ton temps. À vous qui regardez ce portrait, j'espère qu'il vous aura inspiré, vous aura donné d'envie d'entreprendre ou d'entreprendre un peu différemment. Christian me fait l'honneur de faire partie du Cercle Stellaire, ce mastermind que j'ai créé pour réunir justement des personnes comme Christian, qui ont à la fois des compétences entrepreneuriales, un feu qui les habite et une certaine vision du monde. Et voilà, c'était mon but à moi en tout cas, c'était de propager un petit peu plus de cette vibration qui est ma propre mission. J'espère que ça y aura contribué. Je vous souhaite tout le meilleur jusqu'à la prochaine fois et je vous dis à très très bientôt. Salut, Au salut. revoir.